Bonjour, alors donc je suis Mickaël Capgras. J'ai lancé l'année dernière un réseau d'affaires qui s'appelle YouWorkHere. Alors c'est quoi un réseau d'affaires et c'est quoi YouWorkHere? Eh bien, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes indépendant, freelance ou même commercial, si vous avez quelques difficultés, notamment au niveau de la prospection, à développer leur business, YouWorkHere est fait pour vous. Si également vous souffrez de la solitude d'entrepreneur, YouWorkHere est fait pour vous. Voilà, je n'en dis pas plus. Il y aura une description qui sera faite dans la fiche de cette vidéo, donc je vous invite à consulter si vous voulez en savoir plus. Donc, comme je vous le disais, entrepreneur depuis 2019, passionné depuis 2019 et aussi passionné par de nombreux sujets depuis 2019. C'est pour cette raison que je me suis dit, bah tiens, en lançant cette vidéo, enfin plutôt cette chaîne YouTube qui va voilà, faire un peu la promotion du Work Here, mais aussi mettre un accent sur cette passion, je me suis dit, bah tiens, pourquoi ne pas revenir à une autre passion? Décidément, bah oui, j'ai beaucoup de passion, qui était l'interview. Et en y mêlant l'entrepreneuriat, mais d'autres sujets. Alors, pour cette première vidéo, cette vidéo sera une interview. Oui, une interview, parce qu'il y a un sujet que j'ai identifié en entrepreneuriat à travers les conférences qui sont données par Oussama Ammar, qui n'est plus à présenter pour ceux qui connaissent, et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le cofondateur de The Family, qui est entre le fonds d'investissement et un incubateur. Voilà pour la rapide description. Enfin, vous avez compris, hein, il suit beaucoup d'entrepreneurs et il aborde souvent ses conférences en évoquant le principe du biais cognitif. Voilà, nous y sommes. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui est la psychologie dans son grand ensemble. Et le sujet du biais cognitif, on a ce lien avec la culture générale et l'entrepreneuriat, puisqu'il est abordé par Oussama Ammar. Et je me suis dit, pour traiter de ce sujet, ce sera non pas avec moi, mais ce serait plutôt avec un spécialiste qui est Gérald Bronner. Gérald Bronner est un sociologue et un professeur de sociologie qui traite notamment des biais cognitifs. Nous y voilà. Et donc, je me suis dit que ce serait très intéressant de faire débattre les deux ensemble. Donc, pour cette vidéo, nous allons nous trouver dans les locaux de The Family. Je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve juste après. Bonjour à vous tous et toutes. Donc, moi, je suis Mickaël, donc le fondateur du réseau You Work Here. Donc, on va réaliser pour cette première une interview croisée, donc entre Oussama Ammar qui va se présenter et également Gérald Bronner. Donc je vais vous demander, messieurs, pour commencer cette interview, de vous présenter de manière succincte et qu'on comprenne bien qui vous êtes pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Alors, Oussama Ammar, j'ai créé une société qui s'appelle The Family, qui aide des entrepreneurs entre la création de leur entreprise et l'ensemble des étapes de leur développement. Gérald. Et je suis Gérald Bronner, je suis professeur de sociologie à l'Université de Paris, membre de l'Académie nationale de médecine et membre de l'Académie des technologies. Bien, merci messieurs. Alors, je vais juste un petit peu annoncer donc la thématique. Donc moi, en tant qu'entrepreneur, ayant assisté à de nombreuses conférences d'Oussama, j'ai pu voir que le sujet des biais et des stéréotypes était un sujet dans l'entrepreneuriat. Et suivant aussi un petit peu les travaux de Gérald, j'ai pu voir en fait des points, voilà, qui pouvaient mériter à être débattus et échangés sur ce sujet. Tiens, on va commencer par un premier sujet dont on a discuté avant de commencer cette interview. C'était par rapport. Alors moi, j'ai constaté qu'il y avait de plus en plus d'actions qui étaient faites, notamment à travers de l'entrepreneuriat féminin. D'ailleurs, il me semble que The Family a mis en place une masterclass spécifique autour de l'entrepreneuriat féminin. Donc, je voulais, Gérald, avoir ton avis là-dessus. Comment les stéréotypes de genre pouvaient influencer nos entrepreneurs, eux. Et toi, Oussama, nous donner un petit peu ton retour là-dessus. Oui, ben, effectivement, les stéréotypes en général, à distinguer des biais cognitifs, mais on y reviendra peut-être, sont des catégories prépensées qu'on calque sur des personnes ou sur des objets sociaux et qui charrient avec eux toute une série d'évaluations positives ou négatives, hein, mais c'est pas seulement négatif un stéréotype, quelquefois c'est positif. Des stéréotypes qui peuvent être parfois vrais, mais qui sont quand même assez souvent faux. Et en particulier, vous avez des stéréotypes type ethnique, des stéréotypes de profession. Par exemple, on a une idée sur les journalistes, sur les politiques, mais évidemment, puisque votre question m'y invite, on a aussi des stéréotypes dits genrés, c'est-à-dire sur les hommes, les femmes, c'est-à-dire qu'on prête
a priori des caractéristiques non seulement physiques, mais surtout psychologiques, par exemple sur l'ambition, sur la compétence. Évidemment que ces pré-représentations des individus en fonction de leur sexe peut nuire à leur évaluation, voire à leur carrière, ou au contraire à les aider à tort. Et des fois, il arrive aussi qu'elles intériorisent cette représentation de la société. Ah, c'est pas des fois, c'est toujours. Nous tous, nous avons intériorisé un certain nombre de stéréotypes nous concernant, les femmes ou les hommes, et nous avons tendance à nous conformer à ces stéréotypes, ce qui les rend redoutables, parce qu'ils sont en quelque sorte des prophéties autoréalisatrices. C'est pour ça qu'ils sont souvent vrais. Ils sont vrais ne serait-ce que parce qu'on croit en eux. Je vais vous donner un petit exemple qui n'a rien à voir avec les stéréotypes, mais pour vous montrer combien des récits que l'on endosse soi-même peuvent être autoréalisateurs. Par exemple, les signes horoscopiques. Les signes astrologiques ou horoscopiques. Inutile de vous dire qu'en tant que rationaliste, je ne crois pas du tout à la capacité de l'astrologie à décrire notre personnalité. Seulement, il a été démontré que ceux qui croient à la puissance de leurs signes sont capables de se conformer au point de, de contourner, de faire mentir des tests psychométriques. Alors que quand on passe les mêmes tests sur des personnes qui ignorent tout de l'astrologie, eh bien leur signe ne correspond pas du tout à leur personnalité. Mais au contraire, donc, quand ils y croient, qu'ils connaissent bien l'astrologie, ils ont tendance, sans s'en rendre compte, à se conformer tellement à leur signe astrologique qu'encore une fois, ils arrivent à déjouer les tests psychométriques, c'est-à-dire des tests avec lesquels on ne peut pas avoir de stratégie, de contournement. C'est vous dire combien les stéréotypes ou tous les récits qu'on se fait de soi-même, une fois qu'on y a adhéré, peuvent devenir autoréalisateurs. La puissance du mindset. L'enjeu pour vous, justement, Oussama, ici, quand on a évoqué cette masterclass, justement, est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez, enfin, que tu retrouves, parce qu'on on se tutoie, mais... Alors, oui, c'est super intéressant, ça me fait réfléchir à plein de choses que je viens d'entendre. Déjà, le problème avec les biais, par exemple, quand on est une femme entrepreneur, c'est qu'effectivement, on les intériorise et ça rend l'interface avec ce type d'entrepreneur compliqué pour nous. Nous, notre métier, il est simple, c'est de donner des outils à des gens et de leur laisser la liberté d'exercer leur volonté. Mais s'ils ont intériorisé le fait qu'ils sont moins ambitieux, moins intéressés, moins aptes à faire les choses, d'un seul coup, cette autonomie fonctionne plus. Alors, c'est pour ça qu'on a créé par exemple un programme qui s'appelle Gold Up, où nous, on s'est rendu compte que souvent, l'une des bonnes façons de lutter contre les biais, c'est de créer des espaces réservés aux gens où ils se retrouvent tous ensemble et ils finissent par se rendre compte que les croyances absurdes des autres sont aussi un peu leurs croyances et ça leur donne un peu une distance ironique, voire comique avec ça et ça leur permet de se dépasser. Gold Up, c'est par exemple ça, c'est un groupe d'entraide entre femmes et pour le coup, ça fonctionne très bien parce que d'un seul coup, une fois qu'elles sont entre elles, elles peuvent ensemble désintérioriser ces biais. Et puis, il y a une chose qui est compliquée quand on est entrepreneur. Moi, je le résume souvent en disant que l'entrepreneuriat est un acte de rébellion. C'est qu'en fait, qu'on soit une femme, qu'on soit scientifique, pas scientifique, littéraire, pas littéraire, français, pas français, peu importe. En fait, toutes ces identités, toutes ces étiquettes qu'on se met ont forcément des limites. Par exemple, je sais pas, les gens disent oui, en France, on n'a pas l'habitude de parler d'argent. C'est pas dans notre culture. Okay. Mais quand on est entrepreneur, en fait, on doit ignorer ce genre de croyances. On doit être justement dans un acte de rébellion. Et la rébellion est un bon outil pour ça, pour ignorer les choses qu'on croit de façon commune mesure et de se dire, moi, je m'en fous, je suis entrepreneur, j'ai besoin de parler d'argent, donc je vais parler d'argent. Je m'en fiche si c'est bien pensant ou pas bien pensant, si c'est la bienséance qui l'exige ou pas. Moi, j'en ai rien à faire parce que être entrepreneur, c'est être dans un acte de rébellion. Et donc, nous, un peu notre analyse, c'est que la bonne façon de lutter contre les biais, c'est d'être dans la rébellion. Bon, Gérald, quelque chose à redire ? C'est pas une obligation, mais je vais faire une transition avec l'argent. Mais non, mais tout à fait. Non, en tout cas, l'entrepreneuriat en général, sous toutes ses formes, c'est déjà un rapport à l'incertitude. Donc c'est déjà une forme de rébellion, c'est-à-dire que la plupart d'entre nous, et c'est pas le fonctionnaire que je suis qui va vous dire le contraire, nous avons tendance à chercher la sécurité.
Par exemple, la Mais tu écris sécurité. des livres à côté. Mais vous écrivez des livres à côté. Oui, tout à fait. Non, j'ai ma part de prise de risque dans la D'accord. vie, heureusement pour moi, mais je veux dire, j'ai beaucoup d'admiration pour l'esprit d'entreprise parce qu'il est fait en effet une négociation directe avec l'incertitude, avec la prise de risque. Par ailleurs, ce qui vient d'être mentionné est aussi dépendant justement des variables culturelles. Parce que là aussi, il n'y a pas seulement la question du rapport à l'incertitude et au hasard, à la prise de risque, il y a aussi des variables culturelles. Et comme vous le savez peut-être, dans le monde francophone et dans le monde anglo-saxon, le rapport à l'argent est très très différent. Il y a ce qu'on appelle l'oris sacra fames, vous savez, c'est une tradition catholique qui condamne a priori la possession d'argent. Il est écrit quelque part dans la Bible qu'il est plus dur à un riche de rentrer au paradis qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Et c'est quelque chose qui a beaucoup contredit le protestantisme, puisque vous savez qu'une partie du protestantisme, comme l'a montré un sociologue qui s'appelle Max Weber, a contribué à stimuler l'idée que la réussite personnelle, la réussite professionnelle était un signe d'élection. Dans un monde où on ne pouvait pas savoir si Dieu nous avait choisis, on pouvait quand même un peu essayer de gratter, et en réussissant professionnellement, eh bien évidemment, on avait l'impression que Dieu nous avait choisis. C'est donc pour vous dire que même cette variable-là est quand même hybridée avec des considérations culturelles. Alors, sur le sujet de l'argent, c'est bien ce que ça m'amène, ça me fait une jolie transition. Oussama, tu avais dit quelque chose, je pense, tu avais parlé du rapport, ou quoi? Non, mais je pense que tu l'assumes, ce sujet-là. Tu avais dit que les Français donc, avaient un rapport très compliqué à l'argent, notamment sur le sujet des dépenses. C'est que dans l'entrepreneuriat, dès qu'il est question, par exemple, d'investir dans de nouveaux outils, de scrap, alors je ne sais pas le terme technique, des outils marketing, souvent l'entrepreneur français moyen a tendance à regarder ce que ça lui coûte et non pas ce que ça va lui rapporter. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Bon, très bien. Dans La démocratie des crédules, donc le livre qu'a écrit Gérald, en fait, c'est un sujet en fait, qui est beaucoup plus universel. Ce n'est pas un mal français. Je parle sous votre contrôle. Je vous confirme, oui. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu avais fait une comparaison à l'époque par rapport aux mœurs américaines, mais en tout cas, ce sujet-là, si on me fie à l'étude que vous avez faite, est beaucoup plus universel. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, c'est que vous avez fait une courbe. Oui, alors c'est pas moi, hein, c'est Oui, vous avez Daniel repris une Kahneman courbe, qui a oui. prix Nobel d'économie en 2002, entre parenthèses, et qui montre en effet cette asymétrie relativement universelle entre la perception des coûts et des bénéfices. Il faut à peu près, pour compenser 1 euro de coût, 2,5 euros de bénéfices. Donc ça, c'est un biais cognitif. Mais ça ne veut pas dire que ce biais cognitif n'est pas amplifié ou inhibé par des variables culturelles. Donc il est possible que ce biais s'exprime beaucoup plus fort, par exemple en France. Ça ne contredit donc pas forcément ce que disait Oussama, mais il va préciser sa pensée. Il est donc possible donc en France ce biais soit amplifié et y compris peut-être inhibé dans certains autres milieux culturels. Mais ça, j'avoue, mon incompétence, je ne suis pas allé regarder. D'accord. Est-ce qu'il y avait quelque chose du coup à rajouter sur ce sujet-là? Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'effectivement, moi-même en tant qu'entrepreneur, quand je présente mes services, une des premières questions qu'on me pose, c'est combien coûte le service et non pas ce que ça peut rapporter. Oui, alors effectivement, c'est marrant, je savais pas que c'était un biais cognitif, je l'apprends. Je suis pas étonné en fait, maintenant je comprends mieux certaines choses. Mais il faut que vous me lisiez alors. Ouais, je vais lire votre livre. Effectivement, alors c'est vrai que dans mes conférences en français, je parle du contexte français, donc c'est pas parce que quelque chose est vrai en France que c'est faux ailleurs. Donc le sujet là-dessus, c'est que effectivement, en France, on reçoit pas d'éducation pragmatique. Sans doute que les Américains sont peut-être en moyenne un peu moins sensibles à ce biais cognitif pour une raison simple, c'est qu'ils l'exercent un peu plus au quotidien. Les biais cognitifs disparaissent par l'expérience. Quand tu exerces une aptitude au quotidien et que tu arrives à avoir une expérience de premier ordre de ce rapport entre coût-bénéfice, si tu gagnes de l'argent une fois, bah, tu comprends la fois d'après que tu peux le faire un peu plus et un peu plus. Et comme l'entrepreneuriat en France est en général quelque chose qui arrive tard dans la vie des gens, aux États-Unis, il est très courant de faire vendre des choses aux enfants, de leur faire des show and tell, s'ils veulent partir en vacances, je sais pas quoi, offrir un cadeau, de leur faire gagner le coût de ce voyage, etc. Et donc, ils ont quand même un exercice plus pragmatique et plus courant de ça. Ce qui fait que il y a cette blague qui
qui est un peu caricatural, mais qui marche bien. C'est qu'en France, les gens, pour gagner plus d'argent, sont obsédés par en dépenser moins, alors qu'aux États-Unis, ils sont obsédés par faire un peu plus de croissance et étendre leurs horizons. Mais évidemment, c'est comme tout, c'est des lois de 80-20. Il y a bien heureusement des entrepreneurs français qui comprennent ça très bien. Et puis, il y a des entrepreneurs américains qui sans doute ne le comprennent pas. Enfin, je suis sûr qu'ils ont aussi leur lot d'entrepreneurs qui ne veulent pas prendre de risques. Bien. Il y avait un autre sujet que je voulais aborder avec toi, Oussama, et puis du coup avoir aussi le regard de Gérald. Je vais te donner cet exemple que tu avais donné justement. C'était donc à propos d'un entrepreneur, mais je pense qu'il ne doit pas être le seul. C'est sa première boîte qu'il tente de lancer. Il a une politique vis-à-vis de l'argent qui va être très, très spécifique. Alors, je vais essayer de me souvenir de l'exemple que tu avais donné. Tu n'avais pas donné de nom, donc je vais essayer de le faire de tête. Un entrepreneur qui avait fait une levée de fonds, qui avait a priori levé une certaine quantité d'argent, et qui a une politique vis-à-vis de l'argent, je crois que c'était de la dépense. Sa boîte a coulé. Boîte suivante. Voilà. Et ensuite, boum. Alors, pour que ce soit clair, première boîte, levée de fonds, il a eu de l'argent, il a eu une politique de dépenser. Seconde boîte, il s'est dit, non, cette fois-ci, plus de dépenses. En fait, il est passé d'un extrême à un autre. Alors, moi, la question que j'avais par rapport à te poser à Gérald, mais tu peux aussi déborder un petit peu, c'était comment on fait de manière générale pour éviter justement de tomber d'un extrême à un autre. Alors, on va commencer par toi, Gérald, et puis après tu réagiras là-dessus. Peut-être si je peux aider pour reprendre ma pensée, mais en fait, ça m'intéresserait d'avoir votre opinion. Moi, j'assiste souvent à des surapprentissages. Alors, j'ai levé des fonds, ma boîte n'a pas marché, donc la boîte d'après, je lève pas de fonds. Or, il n'y a aucune causalité entre le fait de lever des fonds et réussir. Mon préféré, c'est je me suis associé avec quelqu'un, ça n'a pas marché, donc je m'associe plus à personne. Un autre cas de surapprentissage. Alors qu'en fait, la bonne leçon, c'est il faut faire attention à qui on s'associe. Ce qui est une leçon plus subtile. Mais les gens ont tendance à rendre tout leur raisonnement binaire et de dire si c'est pas 0, c'est 1, donc aller de l'autre côté. Alors qu'en fait, c'est souvent dans l'équilibre que se trouve la bonne exécution, quoi. Oui, absolument. En fait, là aussi, c'est un exemple classique de surinterprétation d'un échantillon très faible d'expérience. C'est pour ça qu'il faut quand même un peu se méfier de ce qu'on appelle l'expérience. Je dirais que l'exhibition de l'expérience est souvent ce qui permet aux entrepreneurs de se tirer une bonne balle dans le pied, en réalité, parce qu'ils l'ont mal intériorisé, leur expérience. Ça ne veut pas dire que c'est rien. Même une seule expérience, qu'elle soit négative ou positive, n'est pas rien. Mais si elle est positive, l'entrepreneur ou l'individu, en général, va en tirer une loi générale. Vous savez qu'il faut 2 occurrences d'un phénomène pour qu'un cerveau humain tire une loi. Ça ne fait pas beaucoup, 2 occurrences, je peux vous assurer en tant que scientifique. Vite aller partir en sucette, aller dans tous les sens, quoi. Voilà, et avec une très grande certitude en soi, c'est ce qu'on appelle là, dans ce cas de figure, et excusez-moi du terme un peu long, la négligence de la taille de l'échantillon. En réalité, pour décider rationnellement dans ces cas de figure, il faudrait réunir des statistiques. On fait, mon expérience n'a pas plus de valeur que celle des 999 autres individus qui ont les mêmes caractéristiques, et combien dans les mêmes circonstances ont réussi, combien d'autres ont échoué. Si vous focalisez votre attention sur les quelques-uns, par exemple, qui ont réussi, comme certains livres nous proposent de le faire, ces 10 entrepreneurs formidables qui n'ont pas fait d'études, etc. C'est le cas de Steve Jobs, etc. Beaucoup d'individus ont interrompu leurs études avant le terme. Mais en inférer qu'il faut interrompre ses études avant le terme pour réussir dans la vie est juste une stupidité. En réalité, c'est une partie du biais de la négligence de la taille de l'échantillon qu'on appelle le biais du survivant. C'est-à-dire on va se fonder sur un certain nombre de survivants dans des épreuves très difficiles pour inférer de leurs caractéristiques que c'est ce qu'il faut faire. Or, ils ont peut-être tout simplement eu de la chance, en l'occurrence. Il ne faut pas forcément en tirer une loi. Et pour terminer sur ce sujet, je vais vous donner un autre exemple qui est tout à fait passionnant et qui est tiré, lui, de la Seconde Guerre mondiale. Lorsqu'on a voulu, et c'était en Angleterre notamment, on a sollicité un mathématicien hongrois, si je me rappelle bien, pour savoir ce qu'il convenait de faire pour renforcer le blindage des avions. Parce que vous savez qu'une partie, notamment au début de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre, s'est jouée dans le ciel d'Angleterre. Et en l'occurrence, certains avions revenaient étaient criblés de balles. Donc on a fait la statistique de ces impacts de balles, et on a vu qu'ils étaient criblés de balles sur le bout des ailes et sur la queue de l'avion notamment. Et la question était de savoir
ou convient-il de renforcer le blindage des avions? Parce qu'on ne peut pas renforcer l'intégralité du blindage, sinon ils ne pourraient pas voler. Tout Pour des raisons de simplement. carburant aussi. Pour des raisons de carburant. Et la première idée qui vient à notre cerveau mal préparé, c'est qu'il faut renforcer les endroits où il y a eu où les balles, où il y a un criblage de Où les balles. impacts, on voit les impacts de balles, oui. C'est tout l'inverse qu'il faut faire. Parce que ça veut dire que vous ne voyez pas les avions qui ne sont pas revenus dans votre échantillon. Vous ne voyez que ceux qui sont revenus. Ceux qui sont revenus, c'est ceux qui ont été touchés par des balles, mais ce n'était pas mortel pour l'avion. Et donc, il s'agit plutôt de renforcer les endroits qui étaient dépourvus d'impact de balles parmi ceux qui sont revenus. Parce que ça veut dire que ceux qui ont été touchés ne sont pas revenus. Donc, vous voyez, notre cerveau a tendance à ne pas tenir compte de la taille intégrale d'un échantillon. C'est exactement ce qui arrive à un entrepreneur lorsque, par malheur, il fait, par exemple, des investissements et cette fois, ça ne fonctionne pas. Il en infère, sans tenir compte de l'intégralité de l'échantillon d'individus qui ont fait comme lui, des réelles chances de réussite. Il y a aussi cet exemple-là que vous avez donné dans votre livre. C'était pour les micro-fissures qu'on avait trouvées sur des pare-brises. Je crois que c'était Seattle. Et alors pour la petite histoire, je ne sais pas si tu la connais, cette histoire. En fait, ils avaient trouvé des micro-fissures sur le pare-brise d'une voiture. Donc c'était à Seattle. Et ils ont tout accusé. Des travaux à côté, l'État qui cacherait les expériences. Et en fait, ils se sont aperçus que les gens étaient surtout devenus plus observateurs. Et qu'il y avait aussi des micro-fissures dans les villes à côté. Je vais te laisser développer ce sujet, parce que c'est vous qui l'aviez développé, donc c'était un sujet aussi Oui, c'est intéressant. un exemple classique de ce qu'on appelle le biais de confirmation, c'est-à-dire qu'il y a tout à coup une rumeur qui court dans la ville de Seattle, effectivement, selon laquelle les pare-brises ont des micro-fissures, visibles à l'œil nu, mais à peine visibles. Et ce qui se produit, c'est que les gens commencent à regarder leur propre pare-brise. Moi-même, si j'avais une histoire comme ça, j'ai une voiture, je vais regarder si ma propre voiture est atteinte. Et c'est allé jusqu'au président Eisenhower, lequel a délégué deux enquêteurs, véritablement. Et ils ont eu cette très bonne idée, ils ont regardé, ils ont constaté les micro-fissures, ils ont eu cette très bonne idée de ne pas totalement sombrer dans le biais de confirmation, ils sont allés voir dans d'autres villes, tout simplement. Ils ont regardé les pare-brises, ils ont vu qu'il y avait des micro-fissures partout. Donc ce qui s'est passé à Seattle, ce n'est pas une épidémie de pare-brise fissuré, c'est une épidémie de pare-brise observée. Et alors là, c'est un autre type de biais, mais sans doute, par exemple, que lorsque il y a quelque chose qui s'est mal passé dans une année, dans l'exercice d'une entreprise, on va chercher des raisons et on va se mettre peut-être à faire des micro-observations, non pas de pare-brise, mais de la vie de l'entreprise, et on inférer comment dirais-je, des théories qui sont complètement folles et prendre de très très mauvaises décisions. Donc attention aussi au biais de confirmation, bien sûr. Alors moi, c'est quelque chose que je vois souvent parce que je croise beaucoup d'entrepreneurs et ce qu'on appelle en early, quand ils commencent à monter leur projet, le premier sujet, c'est il nous faut de l'argent. Et des fois, le running gag, c'est de leur poser la question, mais tu vas en faire quoi? Et là, souvent, il n'y a pas trop de réponses. Ça, c'est des choses qu'ils voient, qui répètent, etc. Et je pense qu'on observe là où bien observer et non pas le travail qu'il y a à faire à côté. Je vais faire une transition. C'est un sujet un peu plus léger. C'est sur le journaliste, parce que là-dessus, je pense, j'ai pu voir un décalage. Alors, je vais expliquer pour Gérald quel est l'enjeu. Alors, parce que vous publiez des livres, donc vous voyez bien l'intérêt des relations presse, mais aussi, non? Oui, tout à fait. Donc, je D'accord. connais bien les journalistes. Par ailleurs, je suis éditorialiste au point, donc je ne méconnais pas tout à fait ce monde. Ok, très bien. Et donc, Oussama a un rapport, on va dire, spécifique ou compliqué avec les journalistes. Parce qu'il y a quelques histoires là-dessus. Mais je vais te donner une anecdote que tu avais donnée un jour. C'était un entrepreneur qui était désespéré parce qu'il avait vu que son concurrent avait fait une superbe levée de fonds suite à l'apparition d'un article de presse. Et Oussama lui dit, mais c'est débile cette histoire. Et il dit, mais si, c'est écrit dans la presse. Et Oussama a payé, 5 € à société.com pour voir qu'effectivement, les fonds levés étaient beaucoup moins importants que prévu. Donc on avait une espèce de annoncé. Donc une espèce d'avarice, cognitive ou avarice tout court de la part du journaliste qui n'était pas allé vérifier correctement les informations. Et j'ai pu voir dans La démocratie des crédules, dans votre livre, qu'il y avait... un journaliste est un être humain comme les autres. Par contre, moi, la question que je voulais vous poser, est-ce que c'est quand même son métier journaliste? N'a-t-il pas une rigueur supplémentaire à devoir vérifier l'information? Je veux dire, ok, c'est un être humain comme tout le monde, il peut avoir des biais, etc. Mais n'est-il pas du devoir du journaliste de vérifier quand même toutes les infos minimum? Parce que je veux dire, voilà. Et du coup aussi, je te laisserai réagir à ce que pourrait nous dire Gérald sur le métier de journaliste, parce qu'en ce moment, c'est le grand débat, sachant que la presse, par exemple, est sous
le coût des propriétaires, je crois que c'est 80%, des propriétaires dans le monde du privé qui possèdent la presse. On a souvent ces sujets-là qui reviennent. Donc, avoir ton avis, votre avis là-dessus. C'est un gros sujet, mais d'une part, oui, tu as raison, c'est-à-dire que le journaliste a des engagements déontologiques. C'est un professionnel de la diffusion de l'information. Donc, ce n'est pas comme quelqu'un qui tient un compte Twitter ou Facebook qui lui-même devrait faire attention à ce qu'il diffuse par ailleurs. Mais le journaliste, a fortiori. Cependant, pour me faire l'avocat du diable, les conditions de diffusion professionnelle de l'information ont beaucoup été modifiées ces 20 dernières années. D'abord parce qu'il y a une pression concurrentielle sur le marché de l'information qui est d'une nature qui n'a jamais été approchée dans toute l'histoire de l'humanité. Puisque n'importe qui peut concurrencer par un tweet. On l'a vu encore récemment, il y a des individus dont on ne sait pas. On ne sait plus s'ils sont militants, journalistes, qui tweetent sur la présence du président de la République dans un théâtre. Est-ce que c'est un acte militant? Est-ce que c'est un acte d'information? Enfin, beaucoup de choses se mélangent. Et il y a beaucoup de porosité. Ça, c'est pas bon pour l'exercice du métier de journaliste. Donc oui, il faut remarquer que la pression concurrentielle, d'une façon générale, a tendance à faire baisser le temps de vérification de l'information et donc à augmenter ce qu'on appelle basiquement un effet de cascade. Qu'est-ce que c'est un effet de cascade? Eh bien, je vais l'écrire puisqu'un autre collègue l'a écrit. Enfin, typiquement, en général, ça part de l'AFP. Hein. Il y a une dépêche de l'AFP ou d'un journaliste qui a un peu de crédit. Et comme la pression concurrentielle est très forte, il faut vite se dépêcher de diffuser l'information, sinon on perd des parts de marché d'attention. Parce qu'en fait, le business du journaliste, c'est de capter des parts d'attention qui vont être converties ensuite en capital économique. C'est un capital d'attention qui est converti en capital économique par exemple par des placements publicitaires. Hein. C'est aussi cynique et basique que ça, ce qui n'empêche pas la déontologie. Mais en ce moment, il se passe beaucoup de choses dans le monde du journalisme. Il y a quand même un grand réveil. Il y a aussi des contre-modèles qui fonctionnent bien, comme le New York Times, par exemple, aux États-Unis ou dans d'autres endroits. Mediapart, The Economist, qui est aussi un gros projet entrepreneurial aussi. Oui, mais enfin là, je ne donnerai pas ça comme exemple de qualité journalistique, étant donné, enfin, on pourra en parler longtemps, mais il y a quand même un très très gros dossier. Non, mais là, c'est pas le New York Times, quoi, si vous voulez. Enfin, quoi que le New York Times peut écrire des bêtises aussi. Mais en tout cas, il est possible. Il y a des contre-modèles qui sont en train d'émerger, mais c'est vrai qu'on a le droit de poser. Je le fais moi-même régulièrement. C'est pas parce que je pige un peu en tant qu'éditorialiste, je vous l'ai dit, que je n'ai pas un regard et que je n'écris pas très souvent des choses sévères. Sur la presse, il n'y a pas très longtemps, j'ai donné une interview au journal L'Opinion à propos des chaînes de télévision d'information en continu. Je crois avoir été sévère, mais juste, mais sévère. Et alors, la question de la possession des journaux par des grands capitaux, c'est encore une autre question. Et il ne faut pas tomber dans l'erreur de raisonnement qui consisterait à croire que le fait de posséder un journal vous donne une mainmise sur le traitement éditorial des sujets. Je crois que c'est empiriquement faux, même s'il faut surveiller. Il y a quelques cas scandaleux, mais comme là, c'est l'avantage de la concurrence. Ces médias en concurrence, généralement, ces cas sont éventés, notamment sur Canal+. On sait que son possesseur apparemment a tenté disons, d'inhiber. Non, c'est vérifié. Hein. Il y a des sujets qui ont été présentés, qui ont été rétoqués. Là, normalement, ça, c'est tout à fait scandaleux. Et donc, ça a été éventé. Donc, il est normal que ça fasse scandale, mais il ne faut pas oublier que c'est relativement rare. Il n'y a pas longtemps, j'ai accepté de signer une pétition en faveur notamment du Monde, parce que précisément, il risquait d'avoir une concentration capitalistique qui pouvait nuire à la liberté éditoriale. Donc, je suis vigilant sur cette question, mais je suis aussi vigilant au fait de ne pas laisser instrumentaliser cette caractéristique capitalistique par des théories du complot, par exemple, et laisser croire que tel possesseur peut téléphoner au directeur du Monde et lui dire « tu vas écrire ceci ou cela ». Ça, c'est de la pure fantasmagorie pour conspirationnistes. Jusqu'à présent, mais il faut être vigilant justement. Pour que ça ne reste que des fantasmagories, il faut que les académiques et les entrepreneurs, enfin tous ceux qui peuvent donner leur point de vue, soient vigilants à ce que cela n'arrive pas. Tu peux réagir là-dessus? Non, mais c'est très bien. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. À part peut-être que le métier de journaliste est un métier impossible. Je n'ai pas de problème avec les journalistes, j'ai un problème avec un système qui leur demande de publier toujours plus avec toujours moins et qui les met dans des situations où ils vérifient jamais rien en fait. C'est le problème. Moi j'ai commencé à paniquer sur les journaux quand je suis rentré dans ce monde économique et que j'ai vu que tout le monde pouvait obtenir ce qu'il voulait de n'importe qui simplement en demandant des faveurs. Et effectivement, la déontologie journalistique voudrait que ça soit pas aussi simple d'obtenir un article, et pourtant ça l'est. Alors je me dis, si dans le petit monde des startups, les gens arrivent à faire ça, qu'est-ce que c'est dans les vrais sujets?
qui ont des vrais enjeux. Et donc, ça m'a rendu un peu méfiant de ce qui est écrit. Mais effectivement, la qualité journalistique est très dure. Faire correctement son métier de journaliste, c'est très, très, très dur, quoi. Donc, ça demande des moyens, ça demande du temps, quoi, que la plupart des journaux non plus, quoi. On reste quand même en France, je tiens à le dire, dans une très très haute qualité journalistique, même si on peut déplorer tous les jours, je déplore d'entendre des bêtises comme n'importe qui, mais il faut se méfier parce que vous savez que les sondages, sondage après sondage, on voit que les Français n'ont plus confiance dans leurs médias, même dans la radio qui est pourtant le média, je crois, en lequel ils ont le plus confiance. On est à peine à 50%, je crois, de confiance, quelque chose comme ça. Mais il y a quand même une très grosse différence par rapport aux États-Unis. Parce qu'une enquête récente du Media Lab vient de montrer qu'aux États-Unis, les médias, par exemple républicains, ne citent plus jamais les médias démocrates. Et réciproquement. Donc il y a une fracture, c'est-à-dire comme si c'était des fake news, quoi. Or, en France, on est quand même dans une situation où le Figaro n'hésite pas à citer Libération ou Mediapart, et réciproquement, quelle que soit la sensibilité politique de chacun de ces médias. Et donc ça, pour l'instant en tout cas, c'est quelque chose à préserver, si vous voulez, comme un trésor, comme un trésor. Ça veut dire que ce sont des gens qui continuent quand même à se faire confiance les uns aux autres. On n'est pas encore entre cette grande fracture qu'on observe dans le monde états-unien. Ceci dit, alors je préviens quand même, parce que pour dire d'où je viens, moi j'ai une tendance gauchiste. J'assume mon regard, mon avis là-dessus, mais si on prend l'exemple du Monde, on a 1 an de gilets jaunes, on a 1 an de violence policière qui est documentée, et c'est depuis quelques mois, quelques semaines que le Monde commence à traiter ce sujet, et on a ce phénomène de convergence, ce biais de convergence, où on voit que les autres médias commencent à traiter là-dessus. Ce genre de sujet, qui est très factuel, a tendance à encore un peu plus décrédibiliser les médias vis-à-vis du grand public. C'est-à-dire que je ne connais pas bien le sujet, donc je vais peut-être dire une bêtise, mais en l'occurrence, il faudrait que je regarde, je ne peux pas regarder sur tous les sujets, mais c'est un sujet intéressant, en effet, violence policière, qui en parle pas. Il est évident, personne ne dit le contraire, que les médias ont une sensibilité éditoriale. Enfin, il ne faut jamais avoir lu le Figaro ou Libération pour ne pas se rendre compte qu'il y a quand même une grosse différence sur certains sujets. Ce n'est pas problématique en démocratie à partir du moment où tous les points de vue s'expriment, les uns compensent les autres, etc. Je pense que, mais il faudrait que je vérifie, que pour la question de la violence policière, elle a été sans doute plus traitée dans certains médias qui ont une sensibilité politique de méfiance par rapport à l'ordre en place, et peut-être un peu moins parmi certains médias qui ont un soutien un peu implicite en général aux forces de l'ordre en place, on va dire. Mais ça, c'est pas très étonnant, ça n'en fait pas un scandale tant que le sujet n'est pas mis sous couvert. Vous voyez, moi, je m'intéresse pas tellement à la question, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de blessés, par exemple d'accidentés, d'éborgnés, voire d'amputés dans le mouvement des Gilets jaunes. C'est pas une information qui a disparu de l'espace public puisque nous sommes tous au courant. Donc on n'est pas, je pense, en danger de démocratie. S'il y avait unanimité des journaux pour ne pas parler de cette question, ça poserait problème. Mais si vous prenez un journal en particulier, vous pouvez toujours lui adresser, on a raison de le faire, toutes sortes de remarques, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il a un traitement éditorial partiel, en effet. Mais c'est la partialité de chacun de ces médias qui va faire normalement une certaine objectivité du marché de l'information. Il y a beaucoup plus grave, il y a vraiment des sujets qui sont massivement maltraités par les médias. Certaines questions de technologie, par exemple comme le glyphosate, les produits phytosanitaires, sont en rupture avec le consensus scientifique. Ça, c'est un scandale. Imaginez par exemple que tous les médias soient climato-sceptiques. Ça poserait un vrai problème, n'est-ce pas ? Et justement, voilà, c'est ce genre de questions qui sont beaucoup moins souvent posées. Les gauchistes devraient s'en occuper. Alors, pour en revenir à l'entrepreneuriat, justement, alors dans l'état du mindset de l'entrepreneuriat, on va dire, idéal, c'est la recherche de data. La recherche de data, c'est ce qui permet d'avoir des nouveaux horizons, de voir ce qui se passe un petit peu ailleurs. Et on l'a vu, trouver la vérité est un exercice extrêmement compliqué. Alors, pour ceux qui nous écoutent, pour l'entrepreneur qui nous écoute, quels conseils vous pourriez justement leur donner dans cette recherche de data, sachant que... Alors, je vais vous laisser vous exprimer là-dessus et je dirais quels seraient les outils intellectuels pour pouvoir justement éviter les biais, etc. etc. On va commencer par toi, Oussama. Je pense que les deux piliers, c'est la curiosité et l'exercice permanent de sortir de son milieu, de son horizon. Le voyage est un bon exercice pour ça. Souvent, les biais de confirmation et les biais qu'on subit en tant qu'entrepreneur viennent d'un manque d'horizon. On voit tout le temps la même chose, donc on n'arrive pas à remettre en cause. Donc
passer son temps à essayer de voyager, que ce soit à travers la société ou à travers des pays ou à travers des expériences, c'est une bonne façon d'augmenter ses horizons. Et puis la deuxième chose, c'est que il faut apprendre à pas trop se faire confiance. Souvent, les gens pensent que développer de l'expérience en tant que dans le business et en tant qu'entrepreneur, c'est de plus en plus faire confiance à son intuition. Moi, d'expérience, je sais que les gens qui font confiance à leur intuition ont tendance à perdre de vue les choses vraiment contre-intuitives. Et c'est souvent dans les choses vraiment contre-intuitives qu'il y a de la valeur. Donc il faut pas trop croire à ses propres histoires. C'est pas parce que quelque chose a marché que ça marchera. C'est pas parce que quelque chose a pas marché que ça marchera pas. Faut Attends, faut du coup, développer. on va aller jusqu'au bout du truc. Moi, j'ai une intuition. Tu me dis qu'en gros, faut pas que je Ouais, l'écoute. non. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, je vais sur des choses. Il faut être faut être un peu plus discipliné que ça. Par exemple, moi, j'ai plein d'intuitions tous les jours dans mon business, mais je me force à tout le temps faire des choses auxquelles je crois pas du tout. Avoir la discipline de faire des choses auxquelles on croit pas, 90% du temps, j'avais bien raison de pas y croire. Mais les 10% où j'avais tort valent plus que ces 90%-là. Alors, je vais jusqu'au bout. Vu que tu n'y es pas allé, finalement, tu sais pas si tu avais eu raison ou pas dans cette intuition. Si tu me dis à l'instant que tu n'y es pas allé dans ces intuitions, Non, ce que je veux dire, c'est que pas écouter ses intuitions, ça veut pas dire que tu fais pas tes intuitions. Ça veut dire que tu essaies de tout faire. Tu essaies vraiment systématiquement d'avoir l'approche la plus rigoureuse possible. Si tu te dis, mon intuition, c'est qu'il faut que je vende à tel segment de la population, tu essayes ce segment et tous les autres segments. Et tu regardes lequel fonctionne effectivement le mieux. Si tu te dis, je fais confiance à mon intuition, tu passes d'une intuition à l'autre. Alors que si tu te dis, j'ai une approche disciplinée et générale, tu essayes justement de faire les choses en étant le plus discipliné et le plus général possible. D'accord. Donc, pour prendre l'exemple, en gros, j'ai une notion qu'il faut aller dans un endroit. Je m'impose d'y aller partout pour voir là où j'ai le meilleur retour. Donc, pas y aller avec une idée trop forte. Exactement. Pour pouvoir pivoter. Et surtout, encore, les intuitions, ça va, mais alors les contre-intuitions, il y a des gens qui ont l'intuition que des choses ne marcheront pas. C'est intéressant parce que souvent, vraiment, il y a ce filtre de quand les choses sont vraiment gênantes intellectuellement. C'est que là où il y a un début de valeur, en fait. Et ça demande beaucoup de discipline d'apprendre à être à l'aise avec ça. À The Family, on a des entrepreneurs très, très, très forts parce que ils font des choses où quand ils disent ce qu'ils font, tu as beaucoup, beaucoup de mal à le croire. Et en fait, ça marche. Et en fait, la réalité est toujours plus... La réalité, c'est cette fiction pleine d'imagination, en fait. C'est fou. Moi, depuis que Donald Trump est élu, j'en ai l'expérience quotidienne. Mais à chaque fois que j'ouvre son compte Twitter et que je vois un tweet, je me dis, bon, si c'était dans un film, on se dirait, mais non, mais c'est pas possible. Il y a eu un film. Le scénariste a exagéré, quoi. Alors qu'en fait, la réalité dépasse toujours la fiction. Et c'est la même chose dans le business. Souvent, ce qui marche dans le business, c'est des choses qui étaient très, très dures à imaginer. Et la seule façon de les voir, c'est justement de les expérimenter. Gérald, quelque chose à rajouter là-dessus? Oui, là aussi, vaste sujet, mais je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Oussama. D'abord, en revenant au début, il l'a dit, je ne vais pas revenir. Oui, c'est sortir sa chambre d'écho d'information, parce que la question que tu posais, c'était d'abord le recrutement de données. Comment s'informer, par exemple, pour lancer un business ou pour penser à un business. Oui, on a accès à des zones de données qui sont liées aux traces qu'on a nous-mêmes laissées dans le monde numérique, par exemple, ou dans le monde social qu'on fréquente, ce qui peut être des informations très intéressantes, mais sans doute pas suffisantes pour décider rationnellement. Donc déjà, la première chose à faire, c'est de se contrarier, c'est ressortir d'une zone de confort, par exemple en voyageant, mais aussi simplement aussi en recrutant massivement des données. Et on vit dans un monde formidable parce que c'est beaucoup plus facile de le faire aujourd'hui qu'il y a 50 ans, par exemple. Et évidemment, concernant la question des intuitions, oui, se méfier de ses intuitions. On a de très mauvaises intuitions sur plein de sujets. Je le dis un peu sur le risque, mais il est évident quand on fait un business model, c'est pour ça aussi. Quand on prépare un business model, c'est précisément pour rationaliser un certain nombre de choses. Si on pense qu'il y a une niche commerciale sur tel ou tel sujet, d'accord, mais même si c'est difficile de l'appréhender avant d'agir vraiment, on va voir, le réel est toujours surprenant, mais d'un autre côté, on peut limiter les risques en se nourrissant de données sur, par exemple, sur les caractéristiques de cette population, de ses attentes, faire une pré-enquête, etc. Le troisième point, c'est qu'une fois qu'on a les données, il faut savoir les traiter. Et ça, c'est un problème. Parce que tout le monde n'est pas statisticien. Et
croyez-moi, une corrélation n'est pas une causalité. Et encore même, il faut être capable déjà de détecter une corrélation. Il faut être capable de traiter ces données. Et ça, malheureusement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui ont forcément des compétences statistiques pour le faire. Peut-être que dans ce cas de figure, moi, je conseillerais d'être aidé. Quand on a recruté un certain nombre de données, peut-être qu'on peut faire payer des vacations de recherche pour savoir ce qu'elles veulent dire exactement ces données. Sinon, notre œil va aller chercher ce qu'il a envie de voir. Et quand on parle d'intuition, c'est surtout de ça dont il faut se méfier. C'est-à-dire, c'est la contamination du croire par le désir. En d'autres termes, prendre ses désirs pour des réalités. Et ça, je pense que les entrepreneurs le font peut-être plus que les autres parce qu'ils ont peut-être plus que de désirs moyens que les autres, ce qui est une belle qualité, mais ce qui peut vite vous être un bâton aussi dans les roues en quelque sorte. Et il y a un autre point, par exemple un autre biais qui est très connu et qui a rapport au désir, dont il faut beaucoup se méfier, c'est ce qu'on appelle le sophisme de la dépense gâchée, la sunk cost fallacy, c'est-à-dire le fait que quand on s'est engagé dans un projet, il faut être capable de s'en retirer. Et ça, c'est très, très difficile. Quand vous avez, vous savez, c'est l'exemple qu'on donne, c'est quand on attend son bus depuis 30 minutes, il n'est pas encore arrivé, on se dit « Ah, c'est con, je ne vais pas partir maintenant. » S'il arrive dans 2 minutes, c'est trop rageant. Et dans l'entrepreneuriat, le sophisme de la dépense gâchée, c'est un sillon de dépendance par rapport à ce qu'on a déjà engagé. Et donc, je crois qu'effectivement, la caractéristique des grands entrepreneurs, c'est une forme de souplesse mentale, une forme de disponibilité mentale. Être capable de se retirer s'il faut se retirer, et capable d'explorer le possible, pourquoi pas. Et puis surtout, il faut être très humble, parce que Oussama l'a bien dit, le réel est toujours beaucoup plus complexe que les modèles qu'on pourrait y apposer. Et donc, de toute façon, malgré tous les calculs rationnels, les modèles qu'il faut faire, à mon avis, pour être un bon entrepreneur, il faut aussi un peu une graine de folie. C'est-à-dire être capable d'aller gratter là où même les modèles vous disent qu'il n'y a peut-être pas grand-chose. Donc, vous voyez, c'est une hybridation entre les deux. Et c'est pour ça, personnellement, que je ne suis pas entrepreneur. J'ai beaucoup d'admiration pour les entrepreneurs, mais moi, je suis plus fort pour établir des modèles rationnels que pour laisser venir des l'écriture d'un livre, c'est déjà le début d'un acte entrepreneurial. Moi, je ne suis pas du tout journaliste. Je parle de l'écriture d'un livre. Le fait de sortir des livres, c'est aussi, ça peut être considéré. Oui, en tout cas, là, dans la recherche, ça c'est sûr, c'est qu'il faut beaucoup d'imagination. C'est-à-dire, vous ne ferez pas un bon chercheur si vous n'avez pas d'imagination. Développer une hypothèse, c'est-à-dire aller chercher des données, en fait, c'est parce que vous avez déjà développé une hypothèse. Peut-être qu'elle peut être complètement fausse, d'ailleurs, vos données vont vous le dire. Vous allez infirmer ou confirmer votre hypothèse, mais c'est ça le grain de folie de la recherche. Mais on le retrouve dans l'entrepreneuriat, c'est on formule une hypothèse et puis on la vérifie sur le terrain. J'ai une idée de business, je vais la vérifier en essayant de la vendre. Oui. C'est un peu la même démarche. Oui, mais le chercheur ne risque que son temps. Alors que l'entrepreneur risque son temps aussi. Son temps certainement, mais aussi sa sécurité matérielle. C'est pas tout à fait la même chose. Disons que la donnée du temps est aussi très précieuse à l'entrepreneur. Parce que je vous donne un exemple. Si je me consacre 8 mois sur un projet dans ma chambre à formuler un business plan pendant des heures sans l'avoir à un moment de tester, si ça ne se vend pas, j'aurais perdu mon temps. Oui, mais le chercheur, c'est pareil. Le chercheur aussi, il aura perdu du temps. Mais je veux dire, il y a une étape de prise de risque qui est quand même plus importante dans l'entrepreneuriat parce que vous n'allez pas perdre que votre temps. Oui. Vous risquez de perdre votre chemise aussi. C'est quand même d'où l'intérêt de se lancer plus tôt dans l'entrepreneuriat. On approche de la fin de cette interview. C'était super sympathique. Je veux juste comme ça pour vous demander, pour 2019, qu'est-ce qui vous a marqué et qui vous laisse augurer de bonnes ou de mauvaises choses pour 2020. C'est comme ça, je vais faire appel à votre mémoire et je sais que c'est un exercice un peu compliqué. Et on terminera aussi par, parce que l'idée c'est de donner des conseils à ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent. Si vous aviez un livre ou deux à nous conseiller, et puis même, allez, pourquoi pas un adage, un proverbe qui vous marque. Alors je récapitule. Ce qui vous a marqué en résolution, voilà, un livre et un proverbe. Voilà, c'est ça. Qui veut commencer pendant que l'autre réfléchit? Ok, allez, je vais commencer. Ce qui m'a marqué, comme beaucoup de Français, je pense, ce sont les mouvements sociaux, l'ampleur des mouvements sociaux, je veux dire les gilets jaunes, mouvement tout à fait passionnant en réalité, qu'on a un peu étudié d'ailleurs avec certains de mes collègues, d'un point de vue statistique. Et puis, bien sûr, le mouvement qui est encore à l'œuvre au moment où nous faisons cette interview. Excusez-moi, est-ce que ça m'intrigue? Excusez-moi de vous couper, mais quand vous dites fascinant, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous entendez par fascinant? C'est quand même assez inédit. On pourrait toujours trouver des mouvements précédents qui ressemblent, mais c'est quand même un peu inédit qu'un mouvement naisse
purement comme ça sur les réseaux sociaux et que dans sa conformation, je dirais presque topologique, il ressemble à un réseau social. Je veux dire, le fait, les carrefours, etc. On aurait presque dit que c'était la carte et le territoire, c'est-à-dire un décalque. Et puis, on y retrouvait dans ces nœuds aussi quand même beaucoup de théories du complot, etc. Ça, c'est un fait avéré par mon équipe. Hein, et que ça soit désagréable ou pas, vous voyez, vous pouvez avoir un désir par rapport au réel, mais là, il faut le mettre à distance. Il est vrai que le fait de se déclarer gilet jaune prédit plus probablement que d'autres individus tirés au hasard dans une urne sociale le fait que vous soyez conspirationniste. Ce qui ne veut pas dire que tous les gilets jaunes l'étaient, bien entendu. Je ne sais pas si vous entendez bien mon discours statistique. Et donc ça m'a beaucoup marqué, beaucoup passionné. On sent qu'il y a voilà, il y a des choses qui se passent et on ne sait pas ce qui va en émerger. Ça peut être le pire comme le meilleur. Donc on est dans un carrefour qui est un peu effrayant et en même temps passionnant. Livre à conseiller, puisqu'on a parlé des biais, je vous ai parlé de Daniel Kahneman. Lisez donc Système 1, Système 2. C'est un excellent livre. Qui traite de quoi? Des biais cognitifs. Kahneman, c'est un des grands inventeurs avec Amos Tversky de la notion de biais cognitif. Donc, c'est un prix Nobel d'économie en 2002, mais c'est un psychologue en réalité. Donc, gros livre, mais très, très accessible. Et puis, quant aux proverbbes, donc je laisse ça à Edgar Morin ou Paulo Coelho. Voilà. Ce qui veut dire, c'est que tu nous écoutes. Je ne crois pas qu'on puisse résumer en une phrase une forme de sagesse. Et vous, Oussama, vous vouliez citer Paulo Coelho. Non, pas Non, il vient de me balancer, il faut que tu lises plus. Alors, qu'est-ce qui m'a marqué en 2019 Non, moi, j'avoue, 2019, j'ai fait une obsession Trump. Je sais pas, il y a un truc qui me dépasse. Il y a un côté société du spectacle dans son apogée total. Et alors moi, contrairement aux gauchistes, j'arrive pas à le détester. Enfin, non pas que je l'aime, ni l'admire, ni le trouve sympathique, ni machin, mais la haine que tout le monde lui porte me dépasse, puisqu'il a l'air juste complètement instable, imprévisible, etc. Mais il a quelque chose de... Je trouve qu'il a apporté à 2019 quelque chose de rafraîchissant en politique, de complètement nihiliste. Je sais pas, c'est un phénomène, il est à lui tout seul un phénomène qui va marquer très très longtemps. Et je pense qu'il est le précurseur de choses qui nous attendent, auxquelles on est peu habitué. Je pense que Trump... à mon avis, c'est pas le dernier, c'est plutôt le premier, d'une longue série de personnages comme ça qui nous attendent, parce que les réseaux sociaux ont donné des plateformes à ces gens-là hors du commun. Il n'y a personne pour les filtrer. Ils n'ont plus besoin de demander la permission à qui que ce soit. C'est un peu aussi la faillite des conseillers. On imagine souvent les hommes de pouvoir entourés de conseillers. Alors là, s'il y en a... Je sais pas ce qu'ils font, mais c'est ça, c'est fini. Ils écoutent pas, c'est surtout son... Machiavel dans le discours de Tite-Live, il a dit que les conseillers du prince, ça n'existe pas. Il n'existe que deux choses, les manipulateurs ou les gens qu'on ignore. Parce que quand on est prince, on peut pas vraiment avoir de conseiller. Donc soit on est manipulé, donc il y a un type qui dirige dans l'ombre et il nous manipule. Soit il sert à rien, parce que le prince ne l'écoute pas. Mais il n'y a pas grand-chose au milieu. Et alors Trump en est l'incarnation. Je pense que Trump, il y a des gens qui le manipulent, plus ou moins bien, dont on n'a pas forcément conscience. Puis il y a tous les autres qui n'écoutent pas. Et donc ça doit pas être facile. Et alors un livre... moi cette année, j'ai été fasciné par Skin in the Game de Nassim Taleb. Ça a été mon grand livre de l'année. Et alors un proverbe, je suis pas très proverbe moi non plus. Je sais pas, la chance sourit aux audacieux. Ok, merci à vous messieurs. En ce qui nous concerne, on va essayer de faire une vidéo par mois, si on arrive à bien s'organiser. Et puis bonne année, puisqu'on est encore au mois de janvier et que c'est possible de le faire. Et pour le reste, merci à vous. Merci beaucoup. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, ce débat. On va en faire un autre, une autre vidéo le mois prochain. Je vous en dis pas plus. C'est une surprise, mais à mon avis, ça va le faire.
Avant de terminer cette vidéo, je voudrais faire un gros merci à David Tran. Donc, c'est lui qui a filmé, c'est également lui qui a monté cette vidéo. Et sans lui, cette vidéo j'espère que vous avez appréciée n'aurait pas lieu d'être. Donc voilà, un gros merci à David Tran, voire même un bisou professionnel, cela s'entend. Et moi, je vous dis bon, à bientôt. Alors, comprenez bien, c'est qu'il y aura une interview chaque mois, on va dire une grosse, ou en tout cas une vidéo. euh, Vous avez compris un petit peu mon style, je l'espère, donc une fois par mois. Mais entre-temps, il y aura d'autres petites vidéos qui vont toucher au commerce, au réseautage, puisque c'est quand même le cœur d'activité de mon service You Work Here. Donc voilà. Donc, quelle que soit l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, je vous dis bonjour ou bonsoir, vous choisissez. Je vous dis bon business à tous et à très bientôt. Voilà, au revoir.